Stéphane, tu es conférencier, consultant et auteur de nombreux ouvrages, dont celui pour lequel je te reçois, Récit thérapeutique d'un attachement traumatique. Dans ce livre bouleversant, tu racontes l'histoire d'amour toxique qui t'a poussé dans les tréfonds de toi-même et qui t'a reconnecté à ton enfance traumatique oubliée. Alors pour commencer, comment a débuté cette histoire d'amour? Quels étaient les signes avant-coureurs qui auraient pu t'alerter sur l'emprise dont tu allais être progressivement victime? Quelle vaste question. Euh, Comment ça a commencé? Ça me fait tout de suite penser à quelque chose qu'on appelle l'effet de halo. Tu vois, c'est la fascination pour quelqu'un. Et pourtant, c'est censé être une histoire d'amour ou un couple ou quelque chose de relativement qu'on aimerait tous un peu constructif, équilibré et sain et harmonieux. Mais il y a tout de suite, et c'est souvent parfois même réciproque, hein, une histoire de fascination. Alors tout ça, cette histoire-là m'a permis de mettre le doigt sur la tendance qui se retrouve parfois chez d'autres personnes, qui est la tendance à l'idéalisation. Une histoire d'amour, ça devient quelque chose de, pour beaucoup de gens, hein, de mythique, d'ultime, d'absolu, etc. Et puis ce déclic s'est fait chez moi, de passer de l'idéalisation à quelque chose peut-être d'un petit peu plus raisonnable ou harmonieux ou pérenne, quand quelqu'un m'a dit « mais tu cherches l'absolu dans le relatif ». Voilà, donc la rencontre, elle s'est faite sur une terrasse de café et s'en est suivi un éblouissement, une fascination, bien sûr réciproque, et bien sûr, et ça on le découvrira j'imagine dans notre entretien, la mise en place d'une dynamique relationnelle qui, on va pouvoir développer cette notion plus tard, mais qui est celle de l'attachement traumatique finalement. Alors, certaines personnes appellent ça relation toxique. Moi, je ne crois pas forcément, en tout cas, je ne tiens pas à l'appellation de personne toxique, parce qu'on est tous en mesure de l'être, dès lors qu'on s'approche de nos traumatismes. Mais certaines dynamiques deviennent toxiques pour l'un ou l'autre, ou les deux partenaires. Et puis, on se persuade que ce sont des histoires d'amour, alors que c'est finalement la rethéâtralisation de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Est-ce que tu peux raconter, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ce genre de relation et on n'a pas envie de la revivre quand ça se finit très mal, justement ces débuts, moi j'avais entendu une fois une psychologue qui avait dit quand il y a un coup de foudre, globalement il y a anguille sous roche, parce que ça veut dire que les inconsciences s'attirent et en fait on ne la connaît pas la personne, donc c'est autre chose en soi qui est attiré. Justement, est-ce que tu peux nous raconter ces premiers mois ou premières semaines, comment ça se fait? Sans rentrer trop dans les détails, c'est en fait une attraction, quelque chose de magnétique. Hein. Je pense que si elle n'était pas mutuelle ou réciproque, il n'y aurait pas d'histoire finalement. Hein. Ces histoires-là sont tellement intenses et tellement cathartiques parce que l'attraction, et comme tu le dis très justement, les inconscients s'attirent. Hein. Souvent on dit, ou j'entends plutôt, que nos blessures s'entrechoquent les unes et les autres. Hein. Et quand je parle de blessures, je parle de traumatisme d'enfance et de mécanismes de compensation qui créent deux entités séparées dont les réactions dans des situations pénibles viennent pile taper là où l'autre a mal. Et donc ça donne quelque chose, ça donne une résonance traumatique finalement, dont alors je me rends compte que je suis en train de fuir la question. Donc en fait, mais j'allais y revenir. Mais oui, mais c'est la phase de la lune de miel où l'autre est parfait, l'autre est idéal, l'autre est fantastique, l'autre est merveilleux et l'autre est unique. Et bien sûr, c'est la bonne personne. Donc voilà comment je pourrais déterminer, on va dire définir ça. En ce qui me concerne, ça avait duré 1 à 2 mois avant de changer de dynamique, parce qu'en fait, je crois que ce qui se passe, c'est qu'une fois que cet éblouissement prend naissance et que la dynamique naturelle du vivant reprend son cours, c'est-à-dire nous sommes des êtres profondément imparfaits, parfois insupportables, eh bien, les deux partenaires s'attachent, corps et âme, à retrouver les sensations du début. Et pour cela, on peut devenir vraiment tyrannique. Les sensations du début de la relation. Les sensations du début de la relation. Hein. Et on le verra, ce sont probablement les sensations du début de la vie. Hein. Mais
quand les relations démarrent, comme tu le cites, par un coup de foudre, il peut y avoir, au moment où ce coup de foudre a tendance à se déliter, un attachement tout particulier, particulièrement virulent d'ailleurs, pour maintenir l'autre à cet état d'exigence auquel on l'attend, et se maintenir soi à un état d'exigence. Et donc c'est là où on commence à se corrompre. Il y a un auteur que tu connais sans doute, Gabor Maté, qui nous dit nous abandonnons, le grand drame de notre vie, c'est d'abandonner notre authenticité au profit du lien. Et donc quand on a un décrépissement de l'idéalisation et de la lune de miel et de la passion, finalement on veut maintenir ce lien, et pour ce faire, on va demander à l'autre de perdre de son authenticité, et bien sûr inconsciemment, puisque personne ne fait ça consciemment, et puis nous, on va perdre notre authenticité pour correspondre à l'image de son idéalisation. Et c'est là où la relation peut progressivement commencer à perdre de son équilibre, de son harmonie, si tant est qu'elle était là au départ. Et alors comment, dans cette histoire particulière que tu as vécue, la dynamique va se transformer au bout de 2 mois? Eh bien, je pense, c'est de l'ordre de la croyance chez moi, je pense qu'on a tous envie de plaire et on a tous envie que quelqu'un nous plaise. Souvent, c'est beaucoup plus facile de plaire que d'être attiré par quelqu'un d'autre. On est tous un peu sélectifs. Et donc, on a ce besoin de mettre l'autre sur un piédestal, je crois. Alors, c'était tout particulièrement vrai chez moi, en raison peut-être de ma construction d'enfance et de mes premiers rapports à l'amour, et quand je dis l'amour, c'est au sens large, pas seulement l'amour romantique ou érotisé. Et puis en fait, je pense que le naturel revient au galop. Tu me demandes comment est-ce que la relation a changé, c'est tout simplement le fait que nous sommes profondément tous remplis de blessures, de traumatismes. Pour moi, c'est un des plus gros red flags en général, et d'ailleurs dans cette relation, c'est quand on a une personne en face de nous qui dit « Non, moi j'ai aucun traumatisme » ou alors « Moi j'ai tout réglé ». Oui, j'ai envie de la rencontrer, cette personne. Voilà. Cependant, c'était pour moi ce que j'ai vécu à ce moment-là, et la passion, l'éblouissement, la fascination, l'idéalisation ont fait que les red flags, je les ai balayés. Et je dis, si ça se trouve, cette personne a vraiment raison. À un moment, tu disais quelque chose du genre, on est amoureux, mais on n'a pas le temps de se rencontrer. C'est-à-dire, on est amoureux d'une image projetée, mais l'autre, on ne le connaît pas. Donc, on est amoureux d'un fantasme dont l'autre, très important, ne devient que la surface projective. Donc ça, ce sont mes red flags à moi. Mais les red flags de l'autre, évidemment, là, pour le cas particulier, eh bien, l'autre n'a aucun traumatisme et l'autre a réglé tous ses problèmes. Après, il y a aussi plusieurs phénomènes qu'on peut rencontrer, comme ce qu'on appelle le love bombing, qui est cette petite appellation, ces petits anglicismes qui visent à enfermer dans des petits concepts des pratiques amoureuses toxiques. Le love bombing, par exemple, c'est, dès les premiers instants de la relation, manifester des sentiments très très forts, très très souvent, pour que l'autre, alors toujours jamais consciemment et jamais dans ce but, mais ce qui peut mener l'autre à un état de sidération. Est-ce que tu peux me donner un exemple de comment ça peut se... Eh bien, des déclarations d'amour incessantes, très intenses, avec beaucoup de grandiloquence, beaucoup de projections, beaucoup de projets, beaucoup de promesses, etc. Et comme quelque part, une part de nous, et pas chez tout le monde, mais la plupart d'entre nous, une part de nous n'attend que ça. Il faut juste resituer ce genre d'histoire dans un contexte socio-culturel. Les gens comme nous, c'est-à-dire, pour faire simple, entre 30 et 50 ans, on a été élevés à travers les médias et une culture, et peut-être même nos parents, qui, entre guillemets, nous vendent une romanticisation de la relation amoureuse. On est dans le conte de fées, que ce soit Disney, que ce soit d'autres livres et des histoires très connues qui sont fondatrices de notre culture, que ce soit La Belle au bois dormant, que ce soit Blanche-Neige, etc. Il y a toujours je ne sais pas si on dit romantisation ou romanticisation, ça doit être proche de l'anglais, le deuxième, mais il y a toujours une idéalisation de la relation amoureuse comme quelque chose d'ultime. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ben c'est bon, c'est la finalité, on y est. Et donc il y a quelque chose en nous, un bagage culturel que nous transportons, qui est le fantasme d'arriver au sommet de cet Everest relationnel, et puis on l'apprendra plus tard finalement, qui n'est là finalement que pour compenser nos blessures d'enfance.
Voilà. Voilà ce que je crois en tout cas, ou ce que j'ai découvert. Donc en fait, cette dynamique qui va s'instaurer petit à petit, vous allez chacun dans la relation n'avoir de cesse que d'essayer de garder cette idéalisation réciproque. Je pense que c'est ce qui peut se passer souvent. Pareil, je le vois aussi chez les gens qui me consultent en entretien. Il y a beaucoup de mal à faire le deuil de l'idéalisation de l'autre. On cherche tous, et même si quelques personnes se sentent un petit peu activées quand je dis on cherche tous, mais on cherche tous un autre parfait, on cherche tous une âme sœur, très récemment une flamme jumelle, voilà un nouveau concept. Peut-être que dans 10 ans on va l'appeler autrement. Mais ce concept traverse les âges et les cultures, ce fantasme traverse les âges et les cultures, à travers divers visages et diverses appellations. Le prince charmant, le chevalier qui va terrasser le dragon pour la princesse, l'âme sœur, la moitié, la flamme jumelle, et dans 10 ans ce sera peut-être autre chose. Donc je crois que c'est cela qui nous anime, et là on va rentrer dans des concepts jungiens finalement, qui nous anime à un niveau très inconscient. Et bien sûr, quelqu'un qui peut nous écouter en ce moment pourrait dire « Ah ben non, moi pas du tout ». Mais pourtant, je crois qu'il y a des parts inconscientes chez nous qui sont constituées dans notre rapport à nos parents, parfois le sexe opposé, du parent du sexe opposé, qui est là pour poser les bases d'une incessante quête, d'une incessante réparation, ou d'une incessante idéalisation, ou un incessant fantasme. Qui dit fantasme ne dit pas forcément sexualisé, mais vraiment quelque chose de projeté et de lumineux, sur l'être qui passe à ce moment-là. Et souvent, je crois aussi que les coups de foudre ne sont pas ad hominem, c'est-à-dire le coup de foudre n'est pas envers toi précisément, c'est juste, je crois, un état d'être d'une personne, c'est-à-dire, ça y est, je suis prêt à l'amour, je suis prêt à ouvrir mon cœur, je suis prêt à m'investir, je suis prêt à fonder une famille, et à ce moment-là, quelqu'un passe dans notre champ de perception, que ce soit dans la rue, dans notre cadre amical ou dans notre vie, et ah ben ça y est, ça colle. Ça colle à plus ou moins mes critères. Ou parfois ça colle pas du tout. On entend souvent dire, mais pourtant, ce mec-là avec qui j'ai fait ma vie ne collait à aucun critère. Donc, ce qui peut nous laisser penser qu'il s'agit plus d'un phénomène personnel. C'est moi qui étais ouvert à ce moment-là, au bon moment, à cette personne dont j'ai fait la bonne personne. Alors qu'en fait, cet état de disponibilité amoureuse presque spirituelle, moi je fais beaucoup de liens dans mon livre entre les deux, puisque j'ai une vision de l'amour sacré, très sacralisée, cette personne-là n'est absolument pas la bonne personne, je n'ai jamais pris le temps de la connaître, etc. Les grands théoriciens de l'amour, comme John Gray, etc., proposent une vision beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus saine. On devrait se rencontrer de manière non sexualisée et non romantique pendant un certain temps pour vérifier la compatibilité. Alors c'est une pente dangereuse que d'aller théoriser les rapports humains et de dire comment on devrait faire ou pas faire. Néanmoins, c'est une approche intéressante de pouvoir se côtoyer suffisamment longtemps pour voir si la compatibilité survit, la compatibilité humaine en termes des valeurs, etc., survit finalement à notre besoin, et j'insiste là-dessus, notre besoin d'idéalisation. Pour revenir à la dynamique de l'emprise, d'ailleurs j'aime pas trop ce mot parce que moi non plus. C'est une dynamique qui se joue à deux. Il y en a un qui choisit d'être victime, on peut dire non et partir. Mais on peut déjà s'arrêter là pour la question, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important dans les discours que je lis, dans les articles ou dans les consultations ou les stages. Il y a souvent dans le phénomène d'emprise un chemin à faire quant à notre co-responsabilité. Rien que cette phrase-là, elle peut créer beaucoup de dégâts parce qu'en fait, il existe des emprises unilatérales, où on a vraiment souvent un homme, le plus souvent un homme et une femme complètement sous emprise, mais je crois que le chemin vers ce qu'on pourrait appeler la guérison, et je ne sais pas vraiment ce que c'est que la guérison, je connais la mienne, mais celle des autres, je ne sais pas, le chemin vers ce qu'on pourrait appeler vers la guérison, c'est commencer à prendre conscience de notre co-responsabilité dans le schéma d'emprise. Quelqu'un qui se fait agresser, quelqu'un qui se fait violer, n'est pas co-responsable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que dans les dynamiques relationnelles, il y a toujours un moment, surtout quand les relations sont longues et que ce n'est pas qu'un seul événement, un moment où nous consentons
à vivre l'abus. Et je pense que c'est là où on arrive au cœur du sujet, c'est que dans le phénomène de l'attachement traumatique, qui est très peu développé en français, on le trouve beaucoup dans la littérature anglo-saxonne sous le terme de trauma bond, attachement traumatique, ou lien par le trauma. Ce qui arrive, c'est que... alors, il faut savoir que les gens qui ont eu une enfance maltraitée, négligée, sont beaucoup plus sujets à ce type d'attachement. Et en fait, on pourrait, j'avance un petit peu vite sans que tu me poses des questions, mais on pourrait dire, en tout cas c'est ce que la science nous dit, que les gens qui ont vécu des maltraitances sont beaucoup plus sujets à entretenir des relations maltraitantes en tant qu'adultes, soit en tant qu'abuseurs, soit en tant que victimes. Qu'est-ce que ça peut nous raconter? Eh bien, on pourrait le voir de cette manière-là, en tout cas ça c'est ce que la science nous dit. Elle nous dit que lors de notre enfance, des situations de stress, de négligence, d'abus, de violence vont générer un certain type de neurotransmetteurs. Cortisol, ocytocine pour les situations positives, hormone de l'attachement, sérotonine, adrénaline. Et notre enfance va être finalement le théâtre d'un certain cocktail très précis de drogues, d'opioïdes et de neurotransmetteurs dans notre cerveau qui va correspondre au climat d'enfance, qu'il soit positif, négatif, négligent, abusif ou violent, peu importe. Et ce qui est très intéressant ici de constater, c'est que ce cocktail de substances sous lequel nous avons grandi va être le miroir, la projection de notre première et longue, finalement, conception et nos premiers contacts avec ce qu'on va appeler le lien, l'amour ou l'attachement. Et donc c'est un état modifié de conscience, ou un état particulier de conscience, qui va nous dire « Ah ben quand je sens ça, quand je me sens comme ça, là je suis en lien, là je suis attaché et là je suis amoureux. » C'est ça l'amour. Et c'est ça l'amour. Donc si on a été battu toute son enfance, le cerveau a imprimé « Être battu, c'est l'amour ». Les deux sont... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chez certaines personnes, amour égale violence, chez d'autres, amour égale négligence, chez d'autres, amour égale abus, chez d'autres, amour égale mensonge, amour égale trahison. Et c'est quand quelqu'un me trahit, pour ce dernier cas, que je ressens de l'amour. Puisque quand on m'a trahi en tant qu'enfant, c'est bien mes premières figures d'attachement. Voilà. Donc là, on est dans une approche peut-être un petit peu moins scientifique et peut-être plus rationaliste. C'est la confusion du premier lien avec l'amour, avec finalement le climat, la culture, ou les valeurs, ou les événements de l'enfance. Et on est d'accord que tout ça, c'est pas conscient. Hein. Ah ben non, parce qu'une fois sinon adulte, c'est pas drôle. Je vais aller refaire quelque chose de traumatique. Ouais. Non, c'est le corps qui nous fait la même chimie. Et là, paf, du coup, ça veut dire amour. C'est ça. Donc ça, c'est l'approche finalement qui est très rationnelle. Il s'agirait de chimie. Il y a une approche peut-être un peu plus jungienne qui consiste à penser ou à croire que nous sommes tous animés par un inconscient qui nous veut du bien. Qui s'exprime notamment durant les rêves, où on pourrait croire que ce qui nous arrive en rêve est en fait quelque sorte une mémoire tampon qui nous permet de purger des émotions pendant la nuit pour survivre à notre vie quotidienne. Eh bien, cet inconscient qui aurait une fonction homéostasique ou homéostatique, je ne sais pas comment on dit, nous pousserait vers les partenaires qui nous permettraient d'aller rencontrer les mêmes traumas que nous avions vécus dans notre enfance, soit par confort, soit pour purger, soit pour réparer. Donc, en langage de Percher, l'univers t'amène cette personne devant toi, c'est que tu as encore quelque chose à comprendre. Ça, c'est une autre approche, peut-être un petit peu plus spiritualisante. Néanmoins, tu as dit quelque chose aussi de très intéressant, c'est que tu dis, on n'en est pas conscient. Il arrive souvent qu'à un moment, on prend conscience de ces schémas d'attachement traumatique, et en général, on vit une dernière relation. On sait qu'on y va pour ça, on y va quand même, mais par contre, on n'y va plus en position de totale victime comme un lapin pris dans des phares, mais on y va en tant qu'observateur. Je vois à quel point je suis attaché à l'endroit du trauma, je vois à quel point la violence ou la négligence ou l'abus de l'autre me donne envie d'aller, mais en même temps, je constate qu'une part de moi est tout à fait critique et voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, la libération... mais c'est un avis très personnel, mais la libération des schémas d'attachement traumatique, la libération des schémas de souffrance et des relations toxiques passe par une conscientisation. Et Jung disait, tant que nous ne rendrons pas l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous l'appellerons destin. Donc je crois que c'est ça, c'est un chemin de conscience quant aux schémas d'enfance qui vont conditionner notre manière de relationner une fois adulte, et bien sûr dont on se plaint et qui nous fait souffrir.
Alors, ce que tu racontes dans le livre, alors déjà, le livre, c'est génial parce qu'il est déjà très joli et il se lit rapidement, enfin, c'est top. Et on rentre vraiment dans ce que tu as vécu, enfin, on est pris aux tripes, hein, moi, ça a été mon cas. Et en fait, tu fais régulièrement des parallèles au fur et à mesure de la lecture avec justement ce que tu as vécu dans ton enfance. Ben oui. Et en fait, on comprend progressivement que ce que tu vis adulte, en fait, il y avait déjà tout dans ton enfance, et notamment ce que tu as vécu avec tes parents, etc. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, pour qu'on comprenne mieux, ce que tu as vécu dans l'enfance et ce que tu as répété adulte? Oui, moi ce que je pense aujourd'hui avoir vécu, et ça n'est qu'une narration, hein, peut-être survivaliste, j'ai vécu dans un climat de négligence émotionnelle. Pas le droit aux émotions, pas le droit de s'exprimer, pas le droit à son intimité, pas le droit à son espace, pas le droit à une certaine forme de liberté que tous les autres avaient. Et donc du coup, si je reboucle avec la théorie d'avant, hein, de la question d'avant, c'est qu'en fait, il y a quelque chose en moi qui me pousserait à aller chercher le même type de négligence, puisque ce même type de négligence est le témoin qu'il y a de l'amour. Hein, puisqu'on a une confusion, un enchevêtrement à cet endroit-là. Donc, on pourrait penser ça, et puis évidemment, quelque chose qui me semble aussi très important, quelle est la représentation de la mère et quelle est la représentation du père, hein. On dit souvent, notre rapport à la mère va conditionner notre rapport à la vie, et notre rapport au père va conditionner notre rapport à la matière, au monde matériel, à l'ordre, à la loi, à l'autorité. Hein, donc on a la vie, qui est finalement quelque chose de très vivant, de très organique, et on a quelque chose de beaucoup plus yang, de matériel et de masculin. Et en fait, ce que ça peut nous raconter dans une interaction entre deux personnes dans un couple, c'est comment est-ce que moi, mon rapport à ma mère, et quand je dis mon rapport à ma mère, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, c'est qu'est-ce que mon rapport comment mon rapport à la mère est venu définir mon rapport à la vie. Et comment mon rapport au père en tant qu'enfant est venu définir mon rapport à l'ordre, à la morale, à la loi, aux obligations, à la matière, à la carrière, à la persona, à l'ego. Tu peux donner un exemple pour qu'on voit, quand tu dis le rapport à la vie, ça se matérialise comment? Eh bien, par exemple, imaginons quelqu'un dont la mère s'en va à l'âge de 10 ans, eh bien déjà, la vie n'est pas fiable. Hein, on peut imaginer la mère, toujours dans une perspective très jungienne ou transpersonnelle qui m'est chère, comme cette énergie qui enveloppe, qui soutient, qui sécurise. Hein, c'est vraiment ça, hein, alors que la fonction du père, dans les sociétés en tout cas patriarcales, c'est vraiment celui qui donne le cadre, celui qui fournit les ressources, et celui qui protège. Hein, tandis que la mère, on est vraiment dans une énergie d'accueil. Hein, on est vraiment dans des considérations jungiennes. Hein, c'est important, ce n'est pas des grandes vérités, hein, c'est plutôt des tendances et des choses qu'il convient mieux de sentir plutôt que d'intellectualiser. Hein. Eh bien, une mère qui s'en va à l'âge de 10 ans et qui abandonne par exemple son enfant à l'âge de 10 ans, le message c'est tu ne peux pas te fier à la vie. Cette chose qui est censée te soutenir et t'apporter la fiabilité, elle peut disparaître du jour au lendemain. Et ça, dans des périodes de vie où nous sommes d'une perméabilité extrême, hein, un enfant c'est de la pâte à modeler, hein, c'est une éponge, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement plastique, hein, on parle aussi de plasticité cérébrale, dans une perspective un peu plus rationnelle, et bien voilà, je ne peux pas compter sur ce pilier-là. En tant qu'enfant, il y a deux piliers, deux figures d'attachement, le père, la mère, le masculin, le féminin, le matériel, l'immatériel, ou le spirituel, etc. Hein, on est vraiment dans une conception en tant qu'humain, une conception qui est très binaire de la réalité. Hein. Eh bien, il y a tout un pan de la vie, de ma conception du monde, qui peut s'effondrer. Dans le cas d'un père abusif ou violent, eh bien, le monde matériel est quelque chose de difficile, de rude, travailler c'est compliqué, le monde est hostile. Hein. Voilà les exemples. Alors là, on prend des raccourcis et ça mériterait une vidéo rien que pour parler de chaque pilier, mais je pense que ce qui est intéressant de toucher ici, c'est que le rapport qu'on entretient avec nos parents dans les premières années de la vie vient vraiment déterminer notre rapport au monde. Ce qui fait, et à un moment je l'explique dans le livre, dans ma narration, dans ma mythologie, dans mon enfance, l'amour dont j'ai manqué,
aurait pu tout sauver. Imaginons que je sois avec une personne qui a vécu une enfance étouffante, où il y aurait presque eu trop d'amour, où l'amour est finalement, qui n'est pas corrélé avec une notion d'abandon, mais une notion d'étouffement, d'obligation, de contrainte et de pression. Eh bien, sa perception de l'amour, c'est pas l'amour peut tout sauver, c'est l'amour est dangereux parce que l'amour va me tuer. Surtout si cette personne, par exemple, a eu 2 parents qui sont déjà dans une relation toxique, qui s'étouffent l'un l'autre et qui finalement finissent par mourir de cet étouffement ou de ce surinvestissement, comme on le voit dans certaines familles. Eh bien, la narration de cette personne, c'est l'amour tue. Et moi, je suis en face et je dis l'amour sauve. Donc on a déjà ici les constituants de la relation toxique qui sont déjà là. Puisque pourquoi excuse-moi, pourquoi toi tu vas aller chercher cette personne qui a un paradigme opposé au tien? Alors, 2 interprétations, toujours la rationnelle et la spirituelle. La rationnelle, c'est parce que le comportement de cette personne va déclencher chez moi les mêmes neurotransmetteurs que j'ai connus dans mon enfance. Et l'interprétation un petit peu plus spirituelle, c'est cette personne va m'offrir une expérience qui va me replonger dans ma blessure de sorte à ce que je puisse la transcender. Et une part de moi sait que c'est à cet endroit-là que se situe une expérience initiatique. J'ai mis 3 ans à le comprendre. C'est déjà bien. Avant cette relation, une rupture, c'est réglé en 2 semaines, voire 1 semaine, puisqu'on tourne la page et puis on enfouit ses émotions, ses sentiments, etc. Et là, pour la relation dont il est question là, dont j'ai fait un objet finalement, on pourra en parler, un acte psychomagique, eh bien, jamais j'aurais pu penser que c'est un chemin de 3 ans, un chemin de déconstruction, un chemin de visitation des ombres, et qui aura pris 3 ans. Donc, pour répondre à cette question, l'autre porte en lui les germes d'une possible transcendance, d'une guérison, ou au moins d'une expérience initiatique qui nous permettrait de régler ce qui s'est passé il y a 20, 30 ou 40 ans. Et alors, quand tu dis que tu as fait ce chemin en 3 ans, il y a la partie, j'imagine, conscientisation de ce qui s'est passé en toi, de ce qui s'est passé dans cette relation, de pourquoi elle a activé particulièrement les choses en toi, etc. Mais c'est une chose de le conscientiser, c'est une chose d'aller nettoyer, entre guillemets, l'émotionnel. Oui, absolument. Comment on passe? Je pense que les 2 sont liés, mais je crois que, en tout cas, je peux prendre mon exemple, il y a eu la recherche de sens. Ça, c'est la première des choses. Mais comment c'est possible? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi une telle intensité? Alors là, on commence, avec l'aide des thérapeutes, à chercher du sens, des interprétations. Mais néanmoins, ce n'est pas forcément vécu dans le corps. C'est pour ça qu'en général, j'aime beaucoup orienter les gens vers des approches somato, des approches par le corps, ou des approches transpersonnelles, ou des approches peut-être un peu plus symboliques, plutôt que, appelons ça de la psychanalyse pure, ou freudienne, ou psychanalytique. Il s'agit, selon moi, le mot qui est important pour moi, c'est la sédimentation. Quand on prend connaissance de quelque chose de manière conceptuelle, scientifique, intellectuelle, il faut le temps que ça descende dans le corps. C'est comme quelqu'un qui lit le manuel d'une voiture, il ne sait pas la conduire pour autant. Par contre, celui qui la conduit, on saura toujours finalement expérientiellement plus que celui qui a juste lu le manuel. C'est pas parce qu'on lit un manuel de natation qu'on sait nager, pour le dire plus clairement. Là, c'est pareil. Je crois que la première étape, c'est la recherche de sens, et ça consiste, je crois, dans ce que j'appelle une pendulation narrative. Souvent, eh bien, selon la dynamique, ça peut être inversé, mais souvent, c'est ma faute. J'ai merdé, j'ai pas fait ça bien, et on refait tout le film. Et ça aurait dû être différemment, et j'aurais dû voir ça, etc. Donc le pendule, il est là. Il y a un phénomène jungien qui s'appelle l'énantiodromie, c'est que tout évolue vers son contraire. Donc ça veut dire qu'une fois que le pendule est bien constitué à un endroit, on le lâche et il va de l'autre côté. Et le vivant fait ça. Les cycles menstruels, les saisons, la lune, tout est fait, tout le vivant, tout l'univers est fait de cycles. Eh bien, le pendule de l'autoculpabilisation, qui était mon processus au départ, a été lâché. Ça y est, je peux faire de l'autre le bourreau le plus ultime. C'est horrible, c'est inadmissible, pervers narcissique, menteuse, mythomane, etc. Et chacun peut se reconnaître un petit peu dans cette pendulation. Et puis à un moment, le pendule, quand il arrive de l'autre côté, eh bien, il monte toujours moins haut qu'il était au départ. Et on arrive finalement à, je crois, à force de beaucoup de mouvements qui sont essentiellement narratifs,
on arrive à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré, qu'on pourrait appeler la découverte d'une co-responsabilité. Et là aussi, si quelqu'un qui est en train de nous écouter est activé à l'endroit où il entend que ça peut être sa responsabilité, c'est qu'il est possible que la définition de responsabilité ne soit pas complètement comprise. La responsabilité n'est pas une culpabilité. Exactement. Ce n'est pas c'est ta faute, c'est qu'en fait, il y a à un moment consentement, il y a coparticipation. Et je crois que pour éviter de rentrer dans l'écueil de « Ah, alors comme ça je suis responsable », c'est une coparticipation, une co-création. Non volontaire en fait. Non volontaire, souvent engendrée par du contenu inconscient. Et c'est l'attraction traumatique. On le voit aussi, c'est peut-être le moment d'en parler, du syndrome de Stockholm, donc bien délimité par la science. C'est ce phénomène qui consiste à prêter de belles choses à notre agresseur, ou à celui qui a une emprise, etc. Et le syndrome de Stockholm a été identifié la première fois dans une prise d'otage, où les personnes manifestaient une réelle empathie, mais même une complicité envers leurs agresseurs. Et ça, c'est un phénomène qui se retrouve dans les couples. Dès lors qu'il y en a un qui a un gros ascendant sur l'autre, eh bien l'autre, pour rester en lien dans cet ascendant, finalement, va tout faire pour coller au portrait dévalorisant que, appelons-le, l'agresseur ou le bourreau, fait de lui. Pourquoi on fait ça justement ? Mais parce que si on s'oppose, on perd le lien. Et c'est le lien qui prime, même s'il est toxique, entre guillemets. Et voilà. Et c'est là qu'on appelle l'attachement traumatique, c'est quand le lien prime à l'authenticité. Et l'idée, c'est peut-être de trouver un bon équilibre entre lien et l'authenticité. Et le Graal, c'est quand je peux être en lien avec toi tout en restant authentique et en te permettant de rester authentique. Là, peut-être qu'il se passe quelque chose d'intéressant qui ne serait pas de l'ordre de l'attachement traumatique. Sur cette histoire de lien, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, effectivement, vont se dire « Non, mais là, moi, j'arrête, je veux qu'on reste... je ne vais pas me dévoyer, entre guillemets, pour le lien. » Donc, qui vont placer leur authenticité, leur intégrité avant le lien. Et d'autres qui vont mettre le lien avant tout, quitte à s'oublier complètement, ne plus prendre soin de soi. Il semblerait que les constitutifs de ces dynamiques se cachent encore une fois dans l'enfance. C'est est-ce que dans mon enfance, on m'a vendu finalement la nécessité d'être au service de mes parents. On le voit souvent dans des parents défaillants, c'est-à-dire si moi je montre mes émotions, maman s'effondre. Là, je perds complètement mon authenticité parce qu'il ne s'agit pas, dans la tendre enfance, il ne s'agit pas que de la dépression de maman, il s'agit de l'effondrement de tout mon monde. C'est ce que l'enfant voit. En tant qu'adulte, c'est une personne, elle fait une dépression, elle n'est pas bien, peut-être qu'elle devrait se soigner, faire un travail sur elle et elle va aller mieux dans une semaine. Non, en tant qu'enfant, c'est un drame absolu. Donc, voilà ce qui peut constituer chez certaines personnes, peut-être, on pourrait même dire, trop d'authenticité au point de ne pas être capable de générer du lien, ou trop de besoin de lien au point de perdre complètement son authenticité. Et on voit dans toute chose sur Terre, ce qui est important, c'est l'équilibre. Tout ce qui n'est pas équilibré s'effondre, on le voit dans la nature. Et donc l'idée, c'est de trouver ce bon équilibre entre mes besoins à mon endroit personnel et mes besoins à l'endroit du lien. Et est-ce que ça peut danser ensemble? Et surtout, très important, dans un couple qu'on pourrait appeler d'harmonieux, d'équilibré, sommes-nous en mesure de les communiquer? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec le temps, c'est ma capacité déjà à reconnaître mes besoins, à mon endroit personnel, l'authenticité, mes besoins dans le lien, et une fois qu'ils sont reconnus, suis-je dans le courage ou la capacité de les communiquer? Écoute, là, pour rester en lien avec toi, j'ai besoin de ça. Pour certaines personnes, c'est absolument impossible de faire ça. Il y a quelque chose d'extrêmement difficile, je trouve, c'est que quand on a été dans un lien où il y a une abnégation de soi pour le lien et qu'on a on a grandi comme ça et au-delà de l'enfance, mais en fait, ces besoins, on ne les connaît pas. C'est ça. Donc en fait, on ne peut même pas dire, tiens, je vais répondre à mes besoins, mais on ne sait pas. Ça. Et moi, je sais de quoi je parle en parlant de ça. Et moi, mes besoins, ils sont venus frapper à la porte en somatisant. Avec tout un tas de petits bobos de santé. Et quand je réajustais la trajectoire, plus de bobos de santé. C'est comme ça que j'ai découvert, par expérimentation, quels étaient mes besoins. Et on voit bien que le corps est le juge de paix ultime, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une société très mentalisée,
hein, où on va éluder, refouler tous les symptômes corporels, hein, dans des approches qui sont très rationalistes comme le voudraient les médias, c'est pas souhaitable de faire un lien entre les deux. Hein. Tout ça, c'est de l'ésotérisme. Or, plus on avance dans ce chemin de la découverte du soi, plus on se rend compte qu'il y a plus qu'un enchevêtrement. Hein. C'est vraiment superposé. Et puis autre chose, quand tu parles de ne pas reconnaître ses besoins, on pourrait aussi évoquer la dimension patriarcale de la société. Bien qu'elle est en train d'être déconstruite, on a, je ne veux pas dire de bêtises, déjà 5000 ans de patriarcat, mais encore plus marqué, 400, 500 ans, on va dire plusieurs siècles, d'un patriarcat encore plus marqué à l'endroit du pouvoir des hommes sur les femmes. Et donc ça met la femme dans une posture où, de toute façon, elle doit convenir à celui qui fournit les ressources du ménage. Hein. Donc ça, c'est comme ça, surtout, il y a dans les 2-3 derniers siècles. Hein. Et tout ça, ce sont des mécanismes et des constituants socioculturels qui restent et qui sont transgénérationnels, c'est-à-dire qui vont se passer dans la culture familiale. Quand on parle de transgénérationnel, on parle bien sûr de génétique, hein, puisque ça c'est prouvé, mais on parle rarement de la culture familiale. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma grand-mère disait à ma mère et qu'est-ce qui fait que ma mère me dit ça aujourd'hui, et si ça se trouve, ça fait 5 générations que des postulats en termes de valeurs, en termes de devoirs, en termes de perception de l'existence, se transmettent. Et d'ailleurs, je précise quelque chose, il y a parfois une dichotomie complète entre ce que sa mère, tu parles de la mère, dit et fait. Oui, parce qu'elle peut dire « sois libre ma fille », absolument. alors qu'elle ne l'est pas du tout. Le message reçu, il est ambigu. C'est le principe de compensation. Hein. C'est-à-dire que pour survivre à l'enfance, soit on va être, c'est un raccourci, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, soit on va être dans la reproduction de ce que les parents attendent de nous, soit on va être dans l'opposition. Moi, j'étais plutôt beaucoup dans l'opposition. En tout cas, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est guéri. Hein, puisqu'on est encore une fois dans l'opposition. On est attaché à quelque chose. On est encore une fois dans cette polarisation de ce qui nous est arrivé. Une des voies de sortie entre reproduction du schéma d'enfance et transgression ou contestation, une des voies de sortie, c'est de dire je suis les deux. Hein, je suis à la fois comme maman et à la fois je peux faire complètement différemment. Je suis à la fois l'inacceptable bourreau que papa était et à la fois je suis quelqu'un de beaucoup mieux. Hein. On a des archétypes comme ça dans la société, hein, comme le bon et le méchant, la pute et la sainte, et cette polarisation, l'idée est de pouvoir élargir finalement, puisqu'en général il y a 2 bornes qui sont interdites. Je ne peux pas être le gentil gars parce qu'en fait on va abuser de moi, et puis c'est un homme gentil, c'est pas très sexy, hein, toutes ces constructions culturelles, et puis je ne peux pas être le connard non plus, parce que c'est pas bien. Hein. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, le gentil commence très tôt et le méchant commence très tôt. Et donc on se retrouve entre 2 murs et on n'a pas le droit d'être gentil, on n'a pas le droit d'être méchant. Et une des voies pour sortir de cette dichotomie ou de cette polarisation, c'est de dire je suis gentil et je suis méchant. Et je suis les deux et je m'accepte là-dessus. Et là, on arrive à des bornes plus larges et une capacité d'existence et une construction identitaire qui est finalement beaucoup plus libre, moins moralisante. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement dans le bien contre le mal. Bien sûr. Je veux incarner le bien. Et souvent, moi, ce que je remarque, c'est que plus les gens veulent incarner le bien, plus ils sont dans le refoulement total de leur pulsion. Quoi. Et ça en fait parfois des monstres. Oui, c'est l'hypermoralisation à laquelle on assiste en ce moment depuis une vingtaine d'années dans notre société occidentale, qui peut aussi mener à ça. Hein. Et alors, sur la voie pour reprendre ton histoire, sur la voie de la guérison, de la construction d'un nouvel attachement plus sain, comment tu as fait? Tu as conscientisé et ensuite, comment tu es allé nager? Eh bien, justement, c'est la prise de conscience de cette pendulation narrative, la prise de conscience que les narrations sont des narrations, mais qu'au-delà des narrations, il y a des ressentis. Et je crois aussi, j'aime cette phrase qui est « la conscience guérit tout ce qu'elle touche ». C'est-à-dire que l'endroit où je pose ma conscience est un endroit qui va venir être touché par elle, si tant est qu'on croit que la conscience guérit, par exemple. Mais en tout cas, si je porte ma conscience sur des narrations intempestives, constamment compensatrices, c'est moi le problème, c'est l'autre le problème, etc.,
je peux aussi porter ma conscience sur les émotions qui sont liées, porter ma conscience sur une sphère beaucoup plus corporelle, qui fait que dans le corps, enfin, ça va bouger, et ça ne bouge pas que finalement dans le cerveau. Déjà, il y a ça. Mais pour moi, le plus grand pas dans tout ça, ça a été l'écriture de ce livre, c'est-à-dire à un moment, je considérais que cette histoire était la pire expérience de ma vie, ce qui m'est arrivé de pire. Eh bien, à un moment, la sédimentation des émotions, la sédimentation des narrations a fait que j'étais en mesure de pouvoir écrire. Déjà, ça, c'est un grand pas. Est-ce que je peux écrire sur ce qui m'est arrivé? Souvent, dans une expérience, dans une relation, il y a des choses qui se passent là et qui ne remontent pas là, et des choses qui se passent là et qui ne descendent pas ici. L'acte d'écriture permet de connecter, de faire intelligence entre ces deux centres, si toutefois il n'y en avait que deux. Eh bien, le fait d'écrire, de faire un livre, et que ce livre ait une utilité visiblement publique, me permet à moi de faire de la pire expérience de ma vie quelque chose d'enseignant, quelque chose de réparateur. Et donc c'est ce que, je ne sais pas si tu connais Jodorowsky, bon, moi c'est un des modèles que j'aime beaucoup, il parle de psychomagie, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que je peux faire de mon quotidien dans mon quotidien des actes symboliques qui ont une vocation de guérison, une vocation de réécriture de ma narration. Et bien pour moi, ce livre était un acte quasiment symbolique, rituel et psychomagique. C'est-à-dire, j'ai de la boue, de ce que je considérais comme étant de la boue, j'ai pour moi réussi à en faire de l'or. Et donc il y a déjà l'acte symbolique, mais il y a aussi le fait d'avoir pu écrire une centaine de pages et de pouvoir faire sens avec tout ça, qui a permis ce que enfin aujourd'hui je peux appeler un début de guérison. Comment tu le sens? Comment tu le sais? Dans le corps. Dans le corps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les mêmes résonances traumatiques. C'est-à-dire que... Plus les mêmes émotions? Ah oui, au-delà des émotions, si tu veux, pour moi, dans ma manière de voir le monde, l'émotion, c'est déjà une étiquette sur des sensations. C'est-à-dire que de dire « ça, c'est de la tristesse », je suis déjà plus dans la conscience de qu'est-ce qui fait que je sais que c'est de la tristesse. Donc je me tiens à distance de l'étiquetage des émotions, et avant de dire « c'est de la tristesse », je dis « mais pourquoi je mettrais tristesse? C'est là, c'est là, c'est là, ou c'est là, ou c'est là. Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est grumeleux? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que ça coince? Est-ce que ça grince? Et donc ça me permet finalement de rentrer dans l'émotion avant de l'étiqueter. Et ces sensations-là, à l'évocation de mes souvenirs sur la relation, ne sont plus là. Elles sont beaucoup plus lisses. Et c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui, ah, c'est à ça que ressemble la guérison. Et juste pour finir sur les actes psychomagiques, oui. Pour les personnes qui n'auraient pas la fibre littéraire d'écriture, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites? Mais bien sûr. Pour moi, par exemple, je ne peux parler que de moi, ça a passé, par exemple, par le fait d'enterrer des objets, ou par le fait d'aller brûler des objets, par le fait de dessiner quelque chose et d'aller l'enterrer ou le brûler, par exemple. Il y a un documentaire fantastique, c'est Psychomagie de Jodorowsky, qui met tout ça en œuvre, sans jamais passer par l'écriture, mais par des actes symboliques. Ça peut porter sur des vêtements, ça peut porter sur des objets, ça peut porter sur des endroits traumatiques dans lesquels on va pouvoir faire éventuellement quelque chose d'autre. Une personne qui a vécu une agression dans une rue particulière, elle pourrait imaginer revenir dans cette rue et revivre un scénario réparateur. Demander, j'en sais rien, là je suis en train de, comme depuis le début, d'improviser, mais pourrait demander à un ami, dans la même rue où a eu lieu l'agression, de faire un acte réparateur. Souvent, les actes psychomagiques peuvent se faire avec des complices, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour moi cette dimension. Alors, psychomagique, ça sonne pas très bien, ça sonne ésotérique, certaines personnes peuvent se contracter à cet endroit-là, surtout dans la culture dans laquelle on est, mais on pourrait on pourrait remplacer le mot psychomagique par rituel ou symbolique. Et le rituel, le symbole, déjà c'est quelque chose à quoi nous sommes tous liés, puisque même aujourd'hui dans une société déspiritualisée, on a encore des rituels, et toutes les nuits, on rêve tous, et toutes les nuits on rêve en symbole, tous.
Donc c'est quelque chose qui est qui fait fondamentalement partie de notre besoin, notre nature. C'est juste qu'il y a 3-4 000 ans, le rituel et le symbole avaient une beaucoup plus grosse place, et donc on utilisait ces rituels et les symboles à des fins cathartiques et à des fins de guérison. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est dans un pays qui stigmatise beaucoup ces choses-là. C'est beaucoup plus difficile de renouer avec la dimension rituelique et symbolique. Mais pour renouer à ça, il faut reconnaître que le rituel est encore avec nous, que le symbole, on en est tous complètement imprégnés, ontologiquement, et qu'on peut utiliser ces outils-là pour changer ou guérir notre rapport au monde ou notre rapport aux autres. C'est passionnant. On peut aller sur ton site pour voir tous les autres livres que tu as écrits et toutes tes activités. Ton site qui se nomme Curieuxhasard.com. Parfait. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi.